Bonjour YouTube. Comment ça va les gars? J'adore ce moment de l'année. Vraiment, c'est parmi mes moments préférés. Pourtant, je suis pas très branché fête, Noël, Nouvel An, etc. Même si comme tout le monde, je l'ai faite. Ce petit format de top flop, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous kiffez aussi, mais en tout cas, je kiffe le faire. Donc bonjour tout le monde. J'espère que ça roule. Bienvenue dans cette vidéo de top et flop 2024. Pour commencer, la première chose que je peux vous dire, c'est que 2024, je suis désolé, mais j'ai trouvé que c'était une année pas ouf du tout. Et pourtant, j'ai évité pas mal de merde, hein. Il y a vraiment beaucoup de films où je me suis dit, ça va être nul, je vais pas le voir du tout. Genre, on prend le flop de Clapman, qui est sorti il y a quelques jours. Dans son flop 10, il y a que un film que j'ai vu. Et il est dans mon flop aussi, oui. Mais ouais, 2024, c'était pour moi une année décevante, je vais le dire, une année décevante, même en ce qui concerne mon top, franchement, c'est une année plutôt décevante. Alors j'ai pas vu énormément de films, j'en ai vu que 60, je sais, c'est pas beaucoup, je sais qu'il y a Jean-Guy dans les commentaires, il va dire « Eh ben moi j'en ai vu 300, c'est bien Jean-Guy, on est content, t'en as vu 300. » Moi j'en ai vu 60, et honnêtement, dans les 60, j'ai été que très peu de fois vraiment sur le cul. Comme d'habitude, on va commencer d'abord par le flop, sur lequel on va aller rapidement, parce que je m'attarde pas sur des films qui sont à chier, et ensuite, on va parler du top, où on prendra le temps de revenir sur les films que j'ai kiffé cette année. Alors, je prends mon téléphone, au niveau de mon flop, numéro 10, Le Salaire de la peur. Franchement, c'était vraiment médiocre, vraiment minable. Un film français qui est un vrai classique à la base, là, ils en ont fait un pseudo-film d'action chelou, sans action, vraiment mal filmé, avec des acteurs qui sont mauvais. Je suis désolé, Fianso, pour moi, c'est pas un bon acteur. En tout cas, je l'ai jamais vu vraiment bien jouer. Après, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait, évidemment, mais dans Le Salaire de la peur, c'était horrible. Que ce soit Gaston Bide, Lenoir, enfin, y a rien qui allait. Numéro 9, Sous la Seine. Sous la Seine, franchement, pour le coup, c'est un film que j'attendais de ouf. Parce que Xavier Jeance, qui a fait Farang l'année dernière, un high concept de malade avec un requin dans la Seine pendant une épreuve de triathlon, enfin, le concept de base est ouf, et je comprends pas comment ils ont pu rater à ce point un film qui a le concept d'un requin dans la Seine. Je comprends pas. Numéro 8, Roadhouse. Roadhouse, remake d'un film des années 80 que j'ai pas vu. Et je tiens à vous dire que le remake m'a pas du tout donné envie de voir l'original. C'était horrible, j'ai rarement vu des scènes de baston aussi mauvaises. On a l'impression que la caméra, elle est dirigée par intelligence artificielle dans ce film. Elle fait des mouvements vraiment bizarres, elle fait des trucs trop chelous qui te sortent totalement du combat et de la chorégraphie, alors qu'on a quand même Conor McGregor qui est en train de se taper. Et on arrive à rendre ça plat et ennuyeux, alors que c'est filmé en plan séquence la plupart du temps, enfin, c'est vraiment horrible. Numéro 7, Joker Folie à 2. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer ? Je ne pense pas, tout le monde a été déçu, et pour le coup, moi je faisais partie de ceux qui n'étaient pas contre le principe de la comédie musicale. Hein. Moi, Joker 2 en comédie musicale, à la base, je te dis pourquoi pas. Le mec est totalement fou, il a un univers à lui, il rencontre Harley Quinn, c'est Lady Gaga, sur le principe, je suis chaud. Mais c'est un film totalement vide, qui fait du surplace, il se passe rien, les chansons sont à chier, voilà. Numéro 6, Motherland, oh là 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 là. Mais Alexandre, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Franchement, je fais partie de ceux qui défendent toujours Alexandre Aja. Alexandre Aja, pour moi, il se fait chier dessus par bon nombre de personnes, alors que, je suis désolé, c'est un mec qui, à la base, sait faire du cinéma très efficace, des séries B de super bonne qualité. Enfin, vous revoyez Crawl. Je sais que Crawl ne fait pas l'unanimité, mais pour moi, c'est sa référence ultime. C'est vraiment une petite série B de 1h30 trop bien rythmée, et là, Motherland, tu te fais totalement chier, le message, on passe à côté, ça fait pas peur, les acteurs sont mauvais, tu comprends pas ce que Ali Berry est venu foutre dedans, enfin, horrible. Numéro 5, le deuxième acte. Bon, Quentin Dupieux, j'ai pas vu Dali, mais le deuxième acte, franchement, ça a commencé à me refroidir, alors que j'avais mis Yannick dans mon top l'année dernière, mais là... Deuxième acte, écouter des mecs parler en marchant dans des plans séquences de 10 minutes, en parlant pour ne rien dire, ça m'intéresse pas. Et Quentin Dupieux, je suis désolé, il a beau avoir des high concepts intéressants, il a beau avoir un univers à lui un peu absurde, etc. Là, ça fonctionne pas du tout et t'as l'impression que le mec il se branle devant un miroir, quoi. Numéro 4, Sans un bruit, jour 1.
Waouh. Si l'ennui était un film, je crois que ce serait ça. Je crois que ce serait celui-là. Sans un bruit, moi j'aime beaucoup le 1, le 2. Et je suis allé voir celui-là en mode vas-y, je suis chaud, sans un bruit à New York, la ville la plus bruyante du monde, c'est ça qu'ils disent dans le trailer. Pourquoi pas? Et bah non, c'est totalement nul. Les personnages sont pas intéressants. Le chat, tu comprends pas. Les monstres, ils sont devenus totalement débiles. Et c'est inutile. Un préquel qui n'apporte rien, c'est d'une tristesse abyssale. Numéro 3, ça va diviser Wicked. J'ai pas compris. Pourtant, pareil, hein, j'adore les comédies musicales. Sur principe, j'étais méga chaud. J'ai même rattrapé Le Magicien d'Oz, que j'avais jamais vu de ma vie. Je l'ai vu pour aller voir Wicked. Et j'ai vu aussi Le Monde Fantastique d'Oz de Sam Raimi. J'ai adoré Le Magicien d'Oz. J'ai adoré Le Monde Fantastique d'Oz. Donc je suis allé voir Wicked complètement hypé, en mode allez, vas-y, Magicien d'Oz, comédie musicale, je suis trop chaud. Et putain, c'est totalement raté. Les chansons sont nulles, les acteurs sont nuls, les décors sont nuls. Et surtout que on est quand même dans l'univers du Magicien d'Oz. Et au bout de 20 minutes de film, les personnages font « Hey, let's go to the college !» Genre, on va à l'université dans le monde du Magicien d'Oz. C'est devenu Poudlard maintenant, le Magicien d'Oz. Enfin, je sais pas, il y a une bibliothèque, il y a des bullies, il y a une confrérie, là, genre les Delta Lambda Zeta et tout. Mais c'est quoi ce concept de merde? Et puis, je vais pas spoiler, mais à la fin, quand on dévoile qui est le vrai méchant, allez vous faire enculer, quoi. Sincèrement. Je sais même pas si j'irai voir la partie 2. Numéro 2, film qui m'a vraiment fait chier, Red One, avec The Rock, Chris Evans et J.K. Simmons. Je m'attendais à un petit film d'action de Noël assez stylé, je m'attendais à ce que ça fasse boum boum, je m'attendais un peu à un film d'action type Netflix, type un peu Tyler Rake, évidemment family friendly, mais je m'attendais à quelque chose qui bastonne un peu, quoi. Je me disais un film de Noël pour une fois où, vas-y, le Père Noël il s'est fait enlever et on envoie Captain America accompagné de The Rock pour aller le sauver. Tu te dis, bon, il y a quand même un concept assez intéressant, quoi. The Rock qui va sauver le Père Noël parce que dans 24 heures, il n'y aura pas les cadeaux pour les enfants. Tu te dis, vas-y, sur le principe, pourquoi pas? Et non, pas du tout. On fait des vannes de merde, on fait de la pub pour des jeux et des jouets. Et on perd 30 minutes à faire un concours de baf. Non, c'est nul. Encore The Rock, vas-y, c'est bon, le mec, il commence à saouler tout le monde, on a compris qu'il a un ego surdimensionné et que c'est pas un bon acteur. Autant Chris Evans, je suis désolé, le mec, il est là, soit uniquement pour cachetonner, soit il a signé avant de finir de lire le scénario. C'est l'un ou l'autre, mais je comprends pas ce qu'il fout là. Et numéro 1, un film que très peu d'entre vous ont vu, j'imagine, Bis Repetita. C'est l'histoire d'une prof de latin qui, par un concours de circonstances, se retrouve inscrite avec sa classe à un concours européen de latin, sauf qu'en fait, sa classe est hyper nulle, que toute l'année, elle leur file des vins du moment qu'ils se tiennent bien, et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au concours? On doit tricher. Et c'est ça le concept du film, en gros, c'est une classe avec leurs profs qui vont tricher pendant un concours de latin. Et tu te dis sur le principe, ça peut être super intéressant. Et non, pas du tout. C'est des vannes de merde, des décors de merde, des acteurs de merde, une écriture de merde. Et à la fin, j'en ai rien à foutre, je spoil. De toute façon, personne l'a vu parmi vous. À la fin, le gamin, comment il fait pour que son équipe ne se fasse pas cramer et gagne le concours? Il rappe un texte en latin. Un texte qui est en prose, qui n'est pas en vers, et qui donc ne rime pas. Il fait ça a cappella, il sait pas rapper, il n'y a aucun tempo, et en tant que rappeur, moi j'étais là à la fin en mode « Mais qu'est-ce que c'est que cette immondice ?» Vraiment, j'étais en mode « Va de rétro Satanas, nique ta mère !» Vraiment, j'en pouvais plus, mais c'était nul, mais nul. Louise Bourgoin, mais pourquoi elle est partie se perdre là-dedans? Ah, rien que d'y penser, j'ai des frissons dans le dos, c'était horrible, voilà, c'était horrible. On passe au bon film. Mais avant de commencer ce top, je dois vous dire qu'il est un peu à l'image de cette année 2024. C'est-à-dire que dans mon top 10, au final, il n'y a que 3 ou 4 films que j'ai vraiment adoré. Le reste, c'était juste très bien. C'est pas un top qui m'emballe de malade.
Et à vrai dire, j'ai même hésité à faire cette vidéo. Je me disais, le top que j'ai, les films que j'ai, bah, je les porte pas tous dans mon cœur, voilà. Sachant en plus que les tops et flops évoluent avec le temps, dans le sens où moi, par exemple, par rapport à mon top de 2022, bah, je regrette un peu d'avoir mis Avatar dedans, franchement, et j'aurais dû mettre Prey, qui est honnêtement un très bon film, et à chaque fois que je le revois, bah, je l'aime un peu plus, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir mis dans mon top. Et pareil en 2023 pour Vermine, en plus j'en parle au début de la vidéo, et je comprends pas comment il s'est pas retrouvé dans ce top, même en numéro 10, vraiment, Vermine. Le film, je l'ai revu au moins 5 fois depuis qu'il est sorti il y a un an. Je comprends pas comment j'ai fait pour ne pas le mettre dans le top. Donc, tout ça pour vous dire que le top que je vais... J'ai des gouttes d'eau ici. Je bois salement. Tout ça pour vous dire que bah, ce top, peut-être qu'il évoluera. C'est un top en tout cas que je porte pas de ouf. Voilà, on va quand même parler de films que j'ai aimés. On va parler de films que j'ai vraiment gardés en tête et qui resteront des souvenirs de cette année 2024. Mais on n'est pas sur un top style 2019 où j'avais vraiment adoré vraiment tous les films que j'avais présentés dans la vidéo de fin d'année. Donc c'est parti pour le top film 2024. Numéro 10, Le Robot Sauvage. Ah bah oui, le Robot Sauvage il est dans le top d'énormément de gens. C'est normal, c'est une claque à Disney, c'est une claque à Pixar. Moi qui trouve que Disney et Pixar font vraiment des dessins animés et des longs métrages d'animation qui sont de plus en plus mauvais, de plus en plus médiocres. Et pour certains, il y en a que je regarde même pas. Genre Lucas, je l'ai jamais vu. Alerte Rouge, je l'ai jamais vu. Vaiana 2, je le verrai jamais. Enfin, voilà. Et là, t'as le Robot Sauvage qui débarque de nulle part. Studio DreamWorks. Et en fait, c'est une masterclass qui apprend à tout le monde comment on fait de l'animation aujourd'hui. Avec une musique de fou, avec des visuels vraiment magnifiques, des doublages incroyables, une écriture de dingue, des thématiques tellement touchantes, tellement prenantes. J'ai pas non plus chialé devant le film, mais c'est vrai qu'il aborde des thèmes qui sont très universels, qui parleront à tout le monde, petit comme grand, pauvre comme riche, qui tu veux. Et au final, c'est vachement réussi parce que c'est une belle leçon d'humanité, c'est une belle leçon d'écologie. Ça parle de famille, ça parle de communauté, ça parle d'entraide. Et c'est merveilleux le Robot Sauvage, donc j'ai adoré. Numéro 9, un petit truc en plus. Bah ouais, là, évidemment, un petit truc en plus. Alors pour le coup, contrairement au Robot Sauvage, lui je le vois pas dans énormément de tops. Mais le film est tellement bien. Et il a cartonné en plus, c'est tellement mérité. J'ai adoré un petit truc en plus. Sachant que, je le répète suffisamment, je suis éducateur spécialisé et j'ai fait des séjours avec des personnes en situation de handicap. Et un petit truc en plus est hyper représentatif de ce que c'est que de faire un séjour avec des personnes en situation de handicap. Il y a plein de gags dans ce film, il y a plein de situations dans lesquelles je me suis tellement retrouvé et on est au niveau de Nos Jours Heureux. Pour ceux qui ont vu Nos Jours Heureux et qui ont fait des colos, vous voyez à quel point c'est représentatif. Et bah c'est pareil pour un petit truc en plus. Il a chopé vraiment un brin d'essence. Je sais pas comment dire ça. Il a chopé un brin d'essence. Il a chopé un morceau de station-service. Non, en fait, il a chopé l'essence du truc, quoi. C'est ça que je veux dire. Il a chopé l'essence du truc, le cœur de ce que c'est qu'un séjour avec ce public-là. Il l'a chopé. C'est des bons moments, c'est tendre, c'est beau, c'est drôle, c'est cocasse parce que c'est des personnes qui sont parfois un peu décalées et qui du coup peuvent faire des réflexions qu'on n'aurait pas vu venir comme ça. Et c'est brillant, c'est touchant. Artus, il a plié le game et je suis très heureux pour lui. Numéro 8, Comme un lundi ou Mondays. Je préfère le titre Mondays personnellement parce que ce film-là, je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui l'ont vu. Ça te raconte simplement l'histoire d'une boucle temporelle dans une entreprise japonaise, c'est un film japonais, où des mecs sont dans une boucle temporelle qui dure sur une semaine
Et ils ne s'en rendent pas compte, et du coup, l'enjeu du film, ça va être de se rendre compte de la boucle temporelle, essayer d'en sortir. Et déjà, moi, j'adore les films avec ce concept-là de boucle temporelle. J'adore, vraiment, tu peux me servir du boucle temporelle à toutes les sauces, films d'action, films d'horreur, comédie romantique, y a aucun problème, je mate tout ce qui est boucle temporelle, je regarde. Et là, en plus, tu m'en fais une superbe comédie avec un humour japonais. Et en plus, moi, je connais pas beaucoup le cinéma japonais. Et là, j'étais mort de rire. C'est vraiment brillant. Il y a des idées de mise en scène partout. Il y a des gags hilarants. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que je suis parti le voir avec une pote, Maëlys, si jamais tu passes par là, qui, voilà, est très, très vivante et péchue. Et on a eu la salle pour nous tout seuls. Et du coup, on a pu exploser de rire, on a pu gueuler, on a pu faire une tonne de réflexions et j'ai passé une superbe séance de cinéma. Mondays, matez-le, ça fait genre 1h20, une boucle temporelle dans un bureau au Japon avec des mecs qui vont tenter de s'en sortir. Ils ont chacun leur personnalité, ils sont tous très drôles et à la fois en même temps c'est très touchant. Il y a une scène où ils n'arrivent pas à convaincre leur patron parce que le premier enjeu c'est de convaincre tout le monde. Et il y a une scène où ils doivent convaincre le patron. Je vous dis pas comment elle se déroule cette scène, mais elle est tellement trop. Rien que d'y penser. C'était génial. Regardez Mondays. On passe au film suivant. Numéro 7, Emilia Pérez. Audiard, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, il est arrivé, il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Quand on voit qu'on est dans une époque où y a énormément de gens qui se plaignent que tout devient woke, que tout devient woke, voilà, j'ai pas d'autre mot. Même si moi je suis pas d'accord avec cette affirmation, je peux comprendre. T'as des films comme Loup-garou sur Netflix, que j'ai pas vu, mais je vois globalement, quand les gens disent que le cinéma devient woke, il y a certains exemples, tu peux pas les nier, tu vois. Et là, c'est tout l'inverse. Emilia Pérez te parle de transsexualité dans les cartels mexicains, le boss du cartel qui veut devenir une femme, ça te raconte cette histoire-là, en comédie musicale, et c'est brillant, c'est intelligent. Putain, j'arrête pas de dire brillant, faut que j'arrête. Mais c'est brillant, ça brille les gars, c'est stylé. Les chansons sont trop bien, l'actrice qui du coup est transsexuelle, et qui apparaît sous les traits masculins au début du film et féminin dans la deuxième partie, ça marche du feu de Dieu. Zoé Saldana est incroyable, la mise en scène est totalement folle. À la fin, tu te retrouves scotché à ton siège, tellement les enjeux, ils sont touchants, que ce soit les enjeux de la rédemption, les enjeux familiaux, les enjeux avec le cartel qui continue de te casser les couilles. C'est génial, c'est tellement bien rythmé. J'étais bluffé du début à la fin. J'ai envie de le revoir. Emilia Pérez, j'ai adoré. Numéro 6, La nuit se traîne. Est-ce que c'est pas peut-être le deuxième film belge que je vois de ma vie? Le premier étant sûrement C'est arrivé près de chez vous. Je crois que j'ai vu très peu de films belges. Et là, celui-là, il arrive... il me met un uppercut dans le foie. La nuit se traîne, c'est juste l'histoire d'un serrurier. Une meuf l'engage, elle lui dit « Est-ce que tu peux ouvrir la porte de chez moi, s'il te plaît, je suis coincé ?» Il ouvre la porte et au final, la meuf, elle vole de l'argent, elle se casse. Et le gars, il se fait poursuivre par des mecs en mode « Mais les gars, moi j'ai rien fait. » Et eux, ils sont là « Rends-nous l'argent !» C'est génial. Et le mec, justement, qui est Monsieur Lambda, devient hyper badass au fil du film. Et tu t'y attends pas, parce que ça aurait été un film américain... Et le mec devient badass au fil du film, oui, tu t'y attends. T'as déjà vu Die Hard, t'as déjà vu tout ça, t'as déjà cette culture. Mais dans un film francophone, qui plus est belge, est-ce que tu t'attends à ce que le mec, au bout d'un moment, quand il retrouve la meuf et qu'il la menace avec un marteau, quand elle parle pas, il lui met vraiment des coups de marteau? Est-ce que tu t'attends à ça? Je veux dire, au bout d'un moment, le mec, il la menace. Moi, je suis là, oui, évidemment, tu la menaces. Forcément, il faut qu'elle parle. Elle parle pas, bam. Coup de marteau dans la main. J'étais kécho. Et le film est d'une brutalité comme ça, mais sans cesse, quoi. Sans oublier qu'il y a des idées de mise en scène, avec un plan séquence où le mec se fait poursuivre en vélo, il est suivi par un drone, et il finit par aller dans le métro, avec son vélo, en plan séquence, et le drone le suit jusque dans le métro.
jusque dans la rame de métro, alors que ça commence, il est dans la rue. Enfin, t'es en mode, mais putain, mais oui, quoi. Mais oui, c'est de la mise en scène de ouf. Alors ok, c'est un film sans surprise, c'est un film déjà vu, c'est un film dans lequel Romain Duris y cabotine à fond, mais putain, je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi dark, d'aussi violent, d'aussi crade, et je m'attendais vraiment pas à ce que la mise en scène soit si efficace. La nuit se traîne, c'est une bastos. Numéro 5, Nosferatu. Je suis pas quelqu'un qui a souvent peur devant les films. Vraiment, pour me faire flipper devant un film d'horreur, il faut y aller. Là, comme ça, de mémoire, je peux vous dire que le premier Scream, au premier visionnage, m'a fait peur. Je peux vous dire que Blair Witch m'a fait peur. Conjuring. Et je crois que c'est tout. Je pèse mes mots. Je me suis chié dessus devant Nosferatu. J'ai vraiment bondi de mon siège à certains moments. Il y a certains jumpscares, j'en pouvais plus. Je sentais mon cœur battre, je sentais que je transpirais, je sentais des frissons dans mon dos. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti un soulagement au moment où une scène d'horreur s'arrête et que ça y est, on est le lendemain, il fait jour, on est avec d'autres personnages, on est en sécurité, il va plus rien se passer. Vraiment, j'ai flippé ma race. Et je pourrais pas trop expliquer pourquoi, comment. C'est un ressenti, c'est une ambiance, c'est une réal, c'est des acteurs. Robert Egger, je connaissais pas du tout son travail, vraiment, j'avais vu aucun de ses films, et juste avant d'aller voir Nosferatu, je me suis dit, bon, on va quand même se faire The Northman. Et j'avais adoré The Northman, je suis allé voir Nosferatu en mode, vas-y frérot, pendant 2 heures, fais de moi ce que tu veux. Et putain, le mec, il m'a pris, il m'a retourné dans tous les sens, il m'a fait bader ma grand-mère. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas exactement c'est quoi le processus qu'il a utilisé pour réussir à me faire peur à ce point. Mais j'ai vraiment flippé. Les acteurs étaient tous géniaux. T'as une scène d'exorcisme dedans, en plan séquence, qui est flippante, avec Lily Rose Depp, qui est stupéfiante dans tout l'érotisme gothique qu'elle arrive à instaurer à ces scènes d'horreur et de possession. Enfin, c'est un truc très malsain, dans le sens où la meuf est en train de se faire posséder, mais en même temps, ça lui donne du plaisir sexuel, et ça, faut réussir à le jouer, tu vois. La meuf qui est en train d'être mindfuck par un putain de vampire, et qui en même temps est en train de jouir de l'intérieur. Enfin, faut le taper, ça, quand même, comme jeu. Et moi, je trouve qu'elle s'en sort de ouf. Nosferatu divise à fond. J'ai vu plein d'avis négatifs. Je peux comprendre. Moi, j'ai adoré. Et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de voir le film de 1922, parce que, je le connais pas, mais tu peux être sûr que je vais le découvrir très bientôt. Numéro 4, Gladiator 2. Je bois, est-ce que je vais me salir? Non. Si Nosferatu ça divisait, là on est sur le mur de Berlin. Vraiment. J'ai kiffé Gladiator 2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai adoré, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très originale, très intéressante. Les scènes d'action sont très nombreuses, très variées. Que dire du personnage de Denzel Washington qui a un développement que j'ai vraiment pas vu venir et que j'ai adoré. Paul Mescal que je connaissais pas du tout. Le mec, vraiment bête d'acteur. Pedro Pascal évidemment. Ridley Scott, ça fait longtemps qu'il est parti en couille. Moi, je vous le dis, je regarde plus ses films. Même le dernier duel, je l'ai toujours pas vu, alors qu'il a très bonne presse. Mais là, je suis arrivé dans la salle, je m'attendais à rien, et j'ai adoré. J'ai passé un super moment, je me suis pas ennuyé une seconde, j'ai été surpris. J'attends un 3e épisode avec impatience, s'il a envie d'en faire un, papy, vas-y frérot, moi y a pas de souci. Hein. Franchement, j'ai passé un putain de moment, c'est un putain de divertissement, digne du 1. Et j'ai envie de vous dire que quand je suis sorti de la salle, je trouvais que le 2 était meilleur que le 1. Ouais. Après, j'ai revu le 1. Je sais pas encore, faudrait que je revoie le 2. Mais s'il est pas meilleur que le 1,
il est au moins au même level. Numéro 3, Monkey Man. Grosse surprise. Je m'attendais vraiment pas à grand chose, comme pour Gladiator. Premier film de Dev Patel en plus, il réalise lui-même, il joue le rôle principal et il réalise ce film. Dev Patel qu'on a évidemment vu dans Skins, Slumdog Millionnaire, etc. Bête de film, je savais pas que ce mec était un combattant, déjà de base, et pendant la promo du film, il a dit non, moi je suis un combattant depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été un combattant, et ça se voit parce que il fait ses cascades lui-même, c'est incroyable, c'est de la bonne tape comme on en a que trop peu au cinéma. Moi je veux des films comme ça toute l'année, j'en veux un par mois, voilà, un par mois, tu me mets un film de baston, où il y a des mecs qui vont mettre des high kicks à des méchants, et c'est parfait. Surtout que il y a une putain d'histoire derrière, il y a une putain de thématique, et on en revient un petit peu à ce que je disais sur Emilia Pérez, en cette époque où tout le monde trouve qu'il y a beaucoup de choses woke dans le cinéma, et bah là dans ce film, on traite encore une fois la question de la transsexualité, on traite encore une fois la question des drag queens, en tout cas voilà, des gays et tout, etc. Et c'est tellement bien amené, c'est tellement bien géré, c'est tellement intelligent que franchement ça bastonne de ouf. Il y a une scène où le gars il est dans une cuisine, il va se faire une dizaine de mecs à lui tout seul, enfin il passe le film entier à se faire des mecs à lui tout seul, mais franchement ça passe super bien, on a une réalisation qui est très très bonne, une musique archi stylée, c'est trop bien rythmé, il y a une thématique sous-jacente ultra forte, c'est une histoire de vengeance somme toute basique, mais une histoire de vengeance, bah, quand elle est bien faite, elle est toujours agréable à suivre. Et là, ça l'était. Numéro 2, Le Comte de Monte Cristo. Ah bah oui, évidemment les gars, évidemment. Je pouvais pas faire un top 2024 sans mettre ce film dedans. Je crois que je l'ai vu genre 4 fois en tout. Il est chambé. Si vous avez pas vu ce film, coupez cette vidéo tout de suite. Allez le voir et revenez. Non, je déconne. Le Comte de Monte Cristo, c'est une masterclass en tout point. Il n'y a pas un seul défaut. Et j'ai pas lu le livre, hein, mais pour un livre de 1000 pages, réussir à faire une adaptation en 3 heures, aussi rythmée, ça relève de l'exploit. Dès la première scène où il sauve une meuf en mer, tu comprends que t'es devant un bête de film avec des bêtes de dialogue. Enfin, je te vois hocher la tête, frérot. T'es d'accord? Pépite. Ouais. Mais oui, en plus, toi, t'aimes pas le cinéma français de base. J'aime pas beaucoup de films. Le cinéma français, c'est vraiment pas ma cam. Et là, ah oui. Ado. Mais oui, mais masterclass, gros. Masterclass. Il est ouf. Tu sais, c'est 3 heures qui passent, mais comme une lettre à la poste. C'est la Snyder Cut française. Un petit caramel. Un petit caramel, exactement, frérot. C'est ça. C'est goûtu, c'est sucré. Et c'est une histoire de vengeance aussi, un peu comme Monkey Man. Et les histoires de vengeance, pareil. Quand elles sont bien amenées, quand elles sont bien faites, elles sont toujours stylées. Et donc, voilà, Comte de Monte Cristo. Je vais pas épiloguer. Vous l'avez tous vu de toute façon. Vous savez tous que c'est un bête de film. J'ai vu aucun retour négatif dessus. Comte de Monte Cristo, c'est un grand oui. C'est génial avec le Comte de Monte Cristo. C'est que c'est 3 heures où tu sais qu'il va se manger. Ouais. Et c'est 3 heures où tu te dis, oh, il va leur faire tellement mal. Et donc, c'est pendant 3 heures, ça monte comme ça. Et il prend son temps. Ah non. Ouais, c'est charmé. Dès le début du film, ça part, quoi, tu vois, vraiment. C'est beau, en fait. Dès le début, c'est beau et ça part bien. Ouais. C'est vrai que c'est... Et tu comprends, en fait. Tu comprends, enfin, même si tu connais pas l'histoire, tu comprends que à la fin de ce film, il aura fait mal à ceux qui lui ont fait ce... Ouais, de ouf. C'est sûr, il est beaucoup trop intelligent et déterminé. Ouais, c'est ça. En fait, il prend tellement... T'as l'impression, c'est un peu... c'est Marion Cotillard qui dit ça dans Batman, où elle dit en fait c'est le lent poignard qui prend son temps pour atteindre le cœur. Et c'est exactement ça, tu vois. En regardant dans les yeux. En regardant dans les yeux, exactement. Et toi tu souris, tu sais pas qu'il y a le poignard, t'es là, hein. Bon. Mon film préféré de l'année, on en parle. Numéro 1, Boy Kills World. J'ai fait une vidéo sur ce film
Et en faisant une vidéo sur ce film, je me suis rendu compte que depuis 2021, je fais une vidéo sur tous mes top 1 de fin d'année. C'est-à-dire que 2021, la Snyder Cut, j'avais fait une vidéo dessus. 2022, Scream 5, j'ai fait une vidéo dessus. 2023, Farang, pareil. Et là, Boy Kills World, vous pouvez être sûr que si je fais une vidéo sur un film de 2025, ça va être mon top 1 de l'année. C'est sûr et certain. Boy Kills World, c'est un grand 8, je crois. C'est un grand 8, c'est un film de tape, histoire de vengeance, pareil, un peu comme Monkey Man, sauf qu'on est dans un univers un peu futuriste qui va mélanger du Kingsman, du Gardien de la Galaxie, avec, je sais pas, un truc hyper gore, avec du Resident Evil, enfin je sais pas, il n'y a pas de zombies, mais ce film est tellement gore, et c'est... Je sais pas. C'est drôle. C'est hilarant même. C'est rythmé. C'est violent, mais d'une violence. T'as une scène dans une cuisine où il est contre 3 ou 4 personnes. Il va se les faire avec une râpe à fromage. Une râpe à fromage. L'outil qu'on avait utilisé dans Evil Dead. Là, c'est dans un film d'action. C'est brillant. C'est brillant, j'arrête pas de dire c'est brillant. Oui, et c'est brillant, je vous emmerde. C'est incroyable. Boy Kills World, genre je l'ai vu 4-5 fois depuis qu'il est sorti. Et je m'en remets toujours pas. Et à la base en plus, j'avais pas prévu de le voir. À la base, j'avais vu le trailer passer. J'avais dit ça a l'air à chier. La bande-annonce est tellement nulle. Je vais pas regarder ça. Et j'ai un pote qui, un beau jour, m'a dit j'ai vu Boy Kills World, c'était sympa comme tout, mate-le. Je me suis dit, je vais lui faire confiance. En général, c'est un homme de goût. Bah putain, ouais. Bah putain, ouais. Et je l'ai appelé après le visionnage en mode mais c'est génial ton film. Et il m'a dit calme-toi, je t'ai dit que c'était coolos. Non, c'est génial. C'était incroyable. T'as une scène où le personnage principal shoot un mec à la sufateuse à bout portant. Imaginez-vous cette scène dans votre tête, à bout portant, avec une sufateuse contre le torse de quelqu'un. Et on voit tout. Les mots me manquent. Le personnage principal de ce film, il est sourd et muet. Et donc, on l'entend s'exprimer avec une voix intérieure, qui est une voix intérieure de commentateur de jeux vidéo. Genre, round one, fight! Et bah c'est ça, c'est ça, il s'exprime comme ça. Il n'y a que nous qui entendons ce qu'il pense, ce qu'il répond aux autres, etc. D'ailleurs ça c'est utilisé pour faire des jeux humoristiques parce que à un moment il rencontre un personnage et le personnage est barbu, du coup il peut pas lire sur ses lèvres. Et à chaque fois que du coup le barbu s'exprime, le mec entend des trucs totalement what the fuck, et c'est hilarant. Enfin, c'est plein de petites idées comme ça qui sont disséminées de manière si intelligente et si subtile, non pas subtile, si soudaine. En fait, t'as une idée qui arrive, ça dure 2 minutes, et ensuite on passe à une autre idée. C'est un film sous cocaïne, c'est pour ça que je disais, c'est un roller coaster. C'est vraiment, c'est tout Atis. Pour ceux qui sont allés au parc Astérix et qui ont fait tout Atis, Boy Kills World, c'est ça. C'est un truc qui te met en avant, en arrière, la tête à l'endroit, la tête à l'envers. Tu vas prendre des jets dans la gueule, des airtime, tu vas pas comprendre ce qui se passe, et à la fin, tu diras, putain, c'était génial, t'as la banane, t'as le smile, t'as le cœur qui bat vite, et t'as juste envie de recommencer. Bah c'est ça, Boy Kills World. Boy Kills World, c'est tout Atis. Je vais mettre ça en tagline de la vidéo. Boy Kills World, c'est tout Atis. Non, franchement, les frérots, je vous appelle les frérots, maintenant on est un team. Matez ce film. Vraiment, matez ce film. Ceux qui n'ont pas vu Boy Kills World suite à ma première vidéo dessus, et si vous êtes là en train de m'écouter, s'il vous plaît, allez sur Amazon Prime, allez regarder ce film, surtout qu'il a totalement bidé. À la base, c'est un film qui est sorti aux États-Unis en 2023, et il a rapporté 3 millions de dollars. Et du coup, pour la sortie européenne, ils ont dit on va pas l'envoyer au cinéma, on va le mettre sur Amazon Prime. Voilà, dans le silence le plus total, évidemment. Donc le film est mort et enterré, il est totalement décédé. Mais je vous assure qu'on peut faire une très très bonne teuf crématoire avec ce film.
parce que y a vraiment moyen de passer un super moment, vraiment moyen de s'amuser. Voyez-le entre potes. Par contre, c'est très violent, hein, c'est très gore. Hein. Je vous ai dit, c'est un peu univers de zombies, c'était un très mauvais exemple. Mais c'est gore, les frérots, je vous préviens. Et il y a des scènes où ça blague pas, vraiment, il y a des scènes où ça blague pas. On va entailler quelqu'un de la cheville jusqu'à l'aine. Enfin voilà, c'est quand même parfois très 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 violent, très très gore. Moi j'adore ça évidemment. Comme dit Tarantino, gore is fun. Donc voilà. Boy Kills World, matez-le, c'est mon film préféré de l'année. C'est une tuerie atomique. Je l'ai déjà acheté en Blu-ray. D'ailleurs, il est pas loin. Voilà, il est là, je l'ai en physique. Il est incroyable. Vraiment, tuerie atomique. Je peux pas vous dire autre chose. Matez-le. Voilà, on en a fini pour ce top de l'année. Même si, voilà, j'étais quand même très emballé en vous parlant des films. Je réitère ce que je dis. 2024, année vraiment pas ouf. Et 2025, ça s'annonce comment? Bah, déjà dans 7 mois, on a Jurassic World. Jurassic World Rebirth, qui du coup débarque au mois de juillet 2025. 3 ans après Dominion. Je trouve que c'est un peu tôt quand même hein, pour sortir un Jurassic World. Genre, 3 ans après, tu nous sors un nouveau Jurassic World avec un nouveau casting, une nouvelle histoire. On part sur une nouvelle trilogie. Frérot, je pense que tu aurais pu attendre 2027. Moi, je pense que, honnêtement, pour relancer Jurassic World, il fallait attendre au moins 2027, que les gens oublient un peu la précédente trilogie, se remettre de Dominion aussi, parce que ça a été très très difficile pour certaines personnes à vivre, j'en fais partie, et relancer la machine de manière à ce que les gens soient curieux. Là, même moi, qui suis un putain de fanboy de Jurassic Park et Jurassic World, je suis même pas vraiment curieux de découvrir ce film. J'ai l'impression que on va me présenter un projet rushé qui a été fait juste pour le fric. Alors que ça se trouve, ce sera bien, hein. Mais là, vu comme ça, c'est l'impression que ça donne. Sinon, à part ça, on a Mickey 17, film de 2024, qui a été repoussé à 2025. Je l'attends toujours, l'une de mes plus grosses attentes. On a également 28 ans plus tard, le retour de Danny Boyle. J'adore 28 jours plus tard, j'adore 28 semaines plus tard. J'attends 28 ans avec beaucoup de curiosité. Également, on a le Superman de James Gunn. Bon, ça, je sais pas si je l'attends vraiment énormément, mais bon, c'est une énorme sortie quand même pour l'année. On a également Avatar 3, qui va sortir au mois de décembre. Ça, j'ai zéro curiosité, mais bon, comme tout le monde, je vais aller le voir. On a le retour de Marvel, qui, du coup, se relance dans les films, hein, parce que cette année, ils ont sorti que Deadpool et Wolverine. Donc là, ils vont quand même sortir 3 films, entre Captain America 4, Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Donc 3 Marvel, on repart comme en 2017. Bon, j'attends de voir, mais franchement, à part Thunderbolts, je pense que ça va pas être ouf, honnêtement. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah que oui, je suis content de ce que j'ai produit sur la chaîne YouTube, ça aussi, il faut en parler. Je suis assez fier de ma vidéo sur DC Comics. Honnêtement, je trouve que c'est l'une de mes meilleures vidéos. En plus, elle a cartonné. Merci les frérots. La vidéo, à l'heure où je parle, elle est à 5000 vues. Alors 5000 vues pour Squeezie, c'est totalement ridicule. Hein. Mais pour moi, les gars, 5000 vues, là, je tape le milli dans ma tête. Donc, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Et ouais, j'ai pas envie de me sucer la bite, mais je suis hyper fier de ce que j'ai fait. Et sinon, pour 2025, je peux vous dire déjà que je suis en train de bosser sur une rétrospective Harry Potter. Voilà, on va faire une longue vidéo sur Harry Potter, ça va durer plus d'1 heure, ça sortira peut-être en décembre 2025, mais je suis en train de bosser dessus. Et je suis aussi sur une petite vidéo, nouveau format, je vais tenter le vlog. Donc voilà, j'ai tourné un vlog, j'ai tous mes rushs qui sont sur mon banc de montage, qui attendent plus que je m'y mette. Je m'y suis pas encore mis, mais voilà, sachez que dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois si jamais je suis très lent, il y aura un vlog sur la chaîne. Je vous dis pas le sujet, mais voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Merci de me suivre. Je vous souhaite une excellente année 2025 à toutes et à tous. Et voilà, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut! Je voulais te dire, t'as dit cette année pas fou,
j'étais pas emballé, j'ai hésité à faire cette vidéo. Ouais. Tu mets quand même beaucoup d'énergie et tous les films, t'as l'air de les avoir kiffés. Ouais. C'est paradoxal. Ouais, mais du coup, tu dis vraiment genre, ouais, cette année, voilà, j'ai hésité, donc j'ai hésité, c'était pas fou. Ensuite, tu dis, bon, l'année dernière, j'aurais dû mettre Avatar, j'aurais dû mettre. Alors, le robot sauvage. Ah, comment ne pas là? Alors, comment lui ne pas là? Et c'est que ça, frérot. Et bah, tu sais quoi, tu seras dans le montage et la vidéo elle va se terminer comme ça. Vas-y.